Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord dire tous mes remerciements à Monsieur le ministre Le Drian pour cette aimable invitation et également rappeler que depuis que j'ai lancé l'année dernière le dialogue stratégique avec la France, nos relations ne cessent de se développer et nous menons même des actions conjointes comme celle que nous avons fait dernièrement à Addis Abeba où nous avons tiré les leçons de l'intervention de la MISCA et du dispositif français pour nous permettre d'agir mieux à l'avenir pour le bien de la paix et de la sécurité dans le continent. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, avant de tirer les conclusions de cette réunion, permettez-moi de vous dire un peu l'approche de l'Union africaine par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Les multiples défis politiques, sécuritaires, socio-économiques et écologiques auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée sont de plus en plus complexes et interdépendants, comme l'ont souligné tous les intervenants ce matin. Il est évident que nous ne pouvons les relever qu'à travers une action collective soutenue. Et c'est pour cela que la conférence et le cadre qu'offre la conférence de Paris évidemment est une opportune à véritablement saisir pour que enfin nous puissions servir notre planète, parce que jusqu'ici nous nous sommes surtout servis. L'élargissement du débat sur le changement climatique, longtemps considéré comme un simple défi environnemental, est de ce point de vue très significatif. Ce phénomène a des répercussions stratégiques, géopolitiques, socio-économiques considérables qui pourraient mettre au péril la sécurité humaine et compromettre dangereusement les perspectives d'un développement équilibré et durable au profit de l'ensemble des habitants de notre planète. Ainsi que l'ont souligné à juste titre les intervenants ce matin, les effets du changement climatique se sont déjà ressentis à travers de nombreux phénomènes environnementaux. Je voudrais à cet égard relever la hausse des températures, les pénuries d'eau, la sécheresse, l'élévation des niveaux des océans qui menacent sérieusement des États insulaires à travers le monde et en particulier en Afrique. Les menaces qui pèsent présentement sur l'avenir du lac Tchad et du lac Victoria, la désertification, la déforestation qui affectent de nombreuses régions du continent africain, entre autres exemples, illustrent de façon on ne peut plus inquiétante l'ampleur des défis à relever. Ce sont là autant d'éléments de nature à aggraver les défis économiques, à approfondir la pauvreté, à accroître la sécurité alimentaire, à creuser encore davantage les inégalités et à induire les mouvements migratoires massifs. Et sur cette question, et à quelques jours de la réunion de La Valette, il est important de souligner cet élément et de recommander une approche globale à cette question migratoire. Les tensions sociales induites par de telles évolutions ne peuvent qu'augmenter les risques d'instabilité et d'éclatement de conflits violents autour des ressources naturelles devenues de plus en plus rares. Il est bien connu que l'Afrique et d'autres régions moins industrialisées du monde n'ont pratiquement pas contribué aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique. Pourtant, nos pays sont parmi les plus vulnérables aux impacts du changement climatique et ceux qui en subissent les conséquences les plus dévastatrices. En un mot, nous payons les conséquences de politiques décidées ailleurs. En mettant l'accent sur cet aspect, il ne s'agit évidemment pas pour moi de suggérer que l'Afrique se présentera aux négociations de Paris en victime seulement. Notre continent est déterminé à jouer pleinement son rôle et à contribuer à la recherche de solutions durables sur la base de principes d'équité et de solidarité. Il y va de notre avenir commun. Mesdames et Messieurs, le risque est aujourd'hui réel de voir les pays africains dont les capacités et ressources sont déjà limitées pour faire face aux défis liés au développement être déstabilisés par le réchauffement climatique. Nombreuses sont les situations qui illustrent cette préoccupation. Vous vous rappellerez certainement
les causes profondes ou les débuts de la crise que nous avons connue dans les années 70-80 au Darfour, qui était liée essentiellement à l'eau les tensions qu'on a eues entre éleveurs et agriculteurs. Je crois que la situation dans le Sahel a été largement évoquée et développée par les ministres qui sont intervenus ce matin. Les effets du changement climatique se font d'autant plus sentir que la dépendance à l'égard des activités agricoles et pastorales est très forte. En particulier, la réduction des précipitations a significativement affecté des moyens de subsistance et la sécurité alimentaire dans les populations locales, dans une région déjà confrontée à de nombreux autres défis, y compris les relations souvent conflictuelles entre agriculteurs, sédentaires et pasteurs nomades, des tensions religieuses et ethniques. Et là, je voudrais encore une fois souligner le fait que ces régions sont fragiles et promptes à être pénétrées par la radicalisation qui, aujourd'hui, alimente le défi de ce siècle, c'est-à-dire le terrorisme. Il ne fait guère de doute que les phénomènes climatiques ont agi comme un facteur d'exacerbation des fragilités existantes, comme on l'a vu à travers différentes interventions. D'autant qu'à travers le continent, les questions de gouvernance se posent avec une particulière acuité. Donc la question de gouvernance est également très importante à inclure dans nos réflexions. Au regard de ce qui précède, la Commission de l'Union africaine, dans le cadre de sa feuille de route pour l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité, couvrant la période 2015-2020, a identifié le changement climatique comme l'une des nouvelles menaces à la paix et à la sécurité en Afrique. Dans ce contexte, la Commission est en train de formuler un plan d'action pour guider ces efforts. D'ores et déjà, des dispositions ont été prises pour adapter certains de nos outils. Ainsi, nous avons ajusté notre système d'alerte précoce pour mieux identifier les risques de conflits et de violences liés au changement climatique à travers l'inclusion d'indicateurs spécifiques. La force africaine en attente, dont nous allons tester la préparation et la préparation opérationnelle à partir du 19 octobre, où je lancerai moi-même l'exercice Amani 2 Africa, aura un rôle crucial à jouer dans la gestion des catastrophes naturelles, y compris celles induites par les changements climatiques. Enfin, dans le cadre de nos efforts de prévention structurelle des conflits, nous avons élaboré des outils visant à identifier, à un stade précoce, les vulnérabilités aux conflits et à faciliter la formulation de stratégies d'atténuation de ces vulnérabilités. Il s'agit au final d'aider à bâtir des capacités au niveau de nos États membres. Il ne fait guère de doute que l'aptitude du continent à faire face aux défis posés par le changement climatique n'en sera que plus renforcée par la mise en œuvre et la mise en place de ces capacités. Excellences, Mesdames et Messieurs, la question que je viens d'évoquer et les multiples autres défis, les changements climatiques, soulignent à suffisance l'importance cruciale de la conférence de Paris. Celle-ci offre une opportunité unique que nous nous devons de saisir dans un esprit de responsabilité partagée pour avancer de façon décisive dans la recherche d'une solution durable aux défis qui nous interpellent. Nous devons le faire sur la base des acquis de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de ceux du protocole de Kyoto. Lors de leur 25e sommet ordinaire tenu à Johannesburg en juin dernier, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont insisté sur le fait que tout accord adopté par la conférence de Paris devra être conforme aux dispositions de cette convention, notamment en tenant compte des principes de responsabilité commune, mais différenciés, et également de l'équité, ainsi que des capacités respectives des États. Compte tenu du fardeau accru que représentent les efforts d'adaptation dans les pays en développement, les dirigeants africains ont préconisé un arrangement qui puisse garantir l'équilibre entre l'atténuation des efforts de changement climatique,
l'adaptation aux évolutions induites et le renforcement des moyens de mise en œuvre des accords internationaux. À cet égard, ils ont souligné la nécessité pour les pays développés, partis à la Convention cadre des Nations Unies, de respecter leur engagement de fournir le financement et les technologies nécessaires pour le renforcement des actions pré-2020 visant à réaliser les objectifs de la Convention cadre. Et je pense que nous avons eu de bonnes nouvelles hier de Lima. Mesdames et messieurs, les enjeux des changements climatiques nous interpellent tous. Ils exigent de tous les acteurs concernés qu'ils assument pleinement les responsabilités qui sont les leurs. L'Afrique est prête à jouer sa partition, en témoignent les progrès réalisés depuis la 15e session de la conférence des ministres africains de l'environnement en ce qui concerne l'initiative africaine en matière d'énergie renouvelable. Nous sommes confiants que la conférence de Paris sera couronnée de succès, car la nouvelle donne internationale est très encourageante. Je relève en particulier le rapprochement sur cette question entre deux grands pays pollueurs, la Chine et les États-Unis. Je ne saurais terminer sans réitérer mes sincères remerciements aux autorités françaises pour avoir pris cette initiative. Je pense que c'est une initiative qui promeut l'échange et la coopération. Il me semble que c'est une initiative qui devrait avoir un prolongement, une suite, ou sinon une répétition de ce genre d'initiative. Je crois qu'il est le bienvenu. Au titre des conclusions, si vraiment il en était nécessaire, parce que je pense que à l'issue de cette première journée, je pense que nous parlons tous le même langage, mais si nous nous accordons sur l'analyse des défis de la thématique et les actions préconisées, je pense que, en tant que ministre de la Défense et en tant que responsable de la Défense ici présent, les divers ministères de la Défense doivent donner l'exemple. À partir même des cahiers de charges qui sont arrêtés par les donneurs d'ordre ou les industriels, je pense que c'est là déjà où la prise en charge de la dimension environnementale doit intervenir. Elle doit intervenir également dans les équipements de défense, dans le démantèlement de ces matériels, dans la préservation de la biodiversité, chaque fois qu'ils ont, parce qu'ils ont la responsabilité de terrain militaire. Donc, elle doit également s'exprimer dans la mise en œuvre des infrastructures et activités respectueuses de l'environnement, en particulier donc cette efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. En un mot, on devrait de plus en plus parler d'éco-défense. Chers amis, je pense que à l'issue de cette journée, nous avons évidemment écouté les analyses très pertinentes de tous les intervenants et vraiment analysé ensemble ce que nous devons faire, que ce soit par rapport à l'intervention de M. Hulot, qui a été évidemment très, très instructive, sur la pression sur les ressources, qui ajoute à la rareté, sur l'influence sur les structures et infrastructures qui peuvent déjà être très fragiles. Je crois que je ne vais pas répéter ici la plupart des propositions qui nous ont été faites ce matin. Je voudrais seulement dire que le moment est venu pour nous tous, donc de travailler pour que, d'abord, le maître mot, c'est de réduire les menaces à la paix et à la sécurité à travers donc l'engagement dans le domaine de l'environnement et ses conséquences. Je voudrais également que nous puissions accélérer
et renforcer la prise de conscience pour que la politique de lutte contre les effets de dérèglement climatique soit mieux connue, comme l'a dit ce matin le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de renforcer nos capacités opérationnelles. Et je crois qu'au sortir de cette réunion, nous devons évidemment appeler au succès de la COP 21, parce qu'il s'agit d'un rendez-vous extrêmement important et évidemment, nous devons tout faire pour que ce soit un succès retentissant et à la mesure des attentes de toutes les populations mondiales. Ensuite, la nécessité, je l'ai indiqué tout à l'heure, que pour les ministres de la Défense, qu'ils participent aux politiques de développement durable. Là, je l'ai indiqué tout à l'heure. Également, la nécessité d'une meilleure analyse de la chaîne d'impact entre réchauffement climatique et les crises et les conflits. Et donc, un souhait pour que ce genre d'initiative trouve un prolongement. Tout à l'heure, il y a eu une question sur la coopération régionale. Je voudrais souligner qu'au niveau du continent, évidemment, nous avons le SILS qui s'occupe de la lutte contre la sécheresse. Nous avons également ce que nous appelons le processus de Nouakchott, qui est un processus complet. Et nous nous préparons à organiser le deuxième sommet à N'Djamena, qui traite non seulement des questions de sécurité, mais de développement et de gouvernance également. Voilà, je crois que je ne voudrais pas prendre un peu plus de temps. Donc, nous sommes ici entre climato-conscients, comme on l'a dit, mais j'ai beaucoup entendu M. Hulot faire référence au rapport de Mme Aïchi. Donc, on ne doit plus seulement se contenter de fredonner la chanson de Cheb Khaled, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Le temps est venu d'écouter Aïchi. Merci. Merci, monsieur.